Où que vous vous trouviez, sire, je vous rejoindrai. De grâce, monsieur de Talleyrand, ne dites plus rien. Contre toute attente, Talleyrand décide finalement de rejoindre le parti du retour à la monarchie. Il sait bien que Louis XVIII lui pardonnera toutes ses erreurs passées, contre son soutien qui sera, il le sait bien, décisif. Depuis l'étranger, Louis XVIII organise son retour et obtient un soutien total des membres de la première coalition. Dans l'ombre, les préparatifs sont entamés. Avec l'aide des coalisés européens, Louis XVIII parvient à former une armée composée de prisonniers de guerre libérés et d'immigrés. Il décide de nommer son armée l'armée des Versaillais. En France, Talleyrand use de toute son influence afin de soudoyer la plupart des députés républicains susceptibles de suivre le futur roi. L'habileté de Talleyrand permet aux royalistes de former une majorité à l'Assemblée. Le ministre de la police Fouché, un jacobin notoire, ayant fait preuve d'un zèle sanguinaire lors des répressions royalistes et fédéralistes, notamment à Lyon, est démis de ses fonctions pour ses crimes passés. Ce dernier fuit en Allemagne. Dans le plus grand secret, l'armée des Versaillais parvient à traverser le Rhin et à rejoindre Paris grâce à l'inaction volontaire du gouvernement. Le directeur Barras, que Louis XVIII a rallié à sa cause, réussit à réunir l'Assemblée dans le château de Vaux-le-Vicomte, non loin de Paris. Le 2 décembre 1799, à 13h, lors d'une réunion, les Versaillais font irruption dans l'hémicycle, suivis par une entrée en trompe de Louis XVIII, qui est déjà en costume de sacre. Malgré les protestations des députés jacobins, les Versaillais rétablissent l'ordre et font évacuer la salle. Le directeur Barras, anobli comme duc pour sa complaisance, énonce ces mots historiques. « Majesté, la France vous attendait depuis longtemps. Vive le roi !» Le lendemain, le roi fait son entrée triomphale à Paris. C'est une journée de fête, et tout est fait pour concilier les Français. Une partie de la population, favorable à ce retour à la stabilité, acclame cette venue. Le roi Louis s'arrête à l'hôtel de ville afin de prononcer un discours à son peuple. Dans ce dernier, il appelle au retour au calme, à la paix et à la stabilité pour la France. Il garantit également que les erreurs du passé seront riches d'enseignements et qu'une constitution sera octroyée à ses fidèles sujets. Selon ses propres dires, il prétend garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, afin de remettre la France sur le droit chemin. Dans le même temps, un processus de paix est engagé avec les autres puissances européennes. Talleyrand, quant à lui, est au premier plan de ces négociations. La France est en position de force. En effet, son armée et sa flotte sont intactes et toujours opérationnelles. Aucune puissance extérieure n'a envahi la France. Le traité de paix restitue ses colonies à la France, lui assure son contrôle total sur la Belgique et une partie du nord de l'Italie, qui intègre son territoire, et permet même au duc d'Artois, le frère de Louis XVIII, de se voir octroyer les Pays-Bas, dont la République a pu être très vite matée sans le soutien de la France. La France occupe ainsi une place prestigieuse et pallie son effacement partiel sur la scène internationale depuis la guerre de 7 ans. Sur la scène européenne, cependant, la surveillance et la méfiance vis-à-vis de la France est accrue. En effet, malgré ce retour à la royauté, les monarchies européennes se méfient des libertés politiques et des idées nouvelles émanant de la France, de peur que leur peuple ait les mêmes idées et les mêmes velléités. Au début de l'année 1800, le roi Louis XVIII estime qu'il est temps pour la France d'effectuer des changements économiques qui s'imposent et rattraper le Royaume-Uni dans les domaines industriels et miniers. En réaction, il finance plus massivement la Compagnie des mines de France, subventionne des ateliers de manufacture et soutient un projet d'ouverture de 2 grandes manufactures à Paris qu'il qualifie déjà d'usines. Il prononce, dans un discours, que la révolution industrielle s'est propagée en France et que cette dernière s'apprête à redécouvrir une place majeure, espérant surpasser d'ici peu, en tout point, l'industrie britannique, qui voit de plus en plus d'un mauvais œil cette industrialisation rapide de la France. Une nouvelle ère s'ouvre pour la France. Les quelques années de la Révolution ne sont vite qu'un lointain souvenir, et la France relance son économie. À l'horizon 1805, la décision est prise d'effectuer une expédition conjointe avec le Royaume-Uni et le Royaume de Hollande en Égypte. Le but de cette expédition est dans un premier temps de pacifier les relations entre les deux rivaux en les attachant à des projets communs concrets, et dans un second temps de faciliter les passages commerciaux avec l'Orient dont chacun des partis possède des intérêts sur place.
l'idée de percer un canal entre la Méditerranée et la mer Rouge est évoquée, par Suez par exemple. Cette expédition d'Égypte aboutit à l'entente cordiale entre France et Royaume-Uni. L'avenir semble radieux pour l'Europe. La paix et la prospérité semblent à l'ordre du jour, et on parle déjà d'un grand âge d'or qui s'ouvre après les heures sombres de la Révolution. Néanmoins, cet équilibre et cet âge d'or demeurent fragiles. De nombreuses menaces persistent encore et pourraient replonger le monde dans le chaos. La Prusse qui s'affirme, la Russie voyant dans Moselle l'expédition d'Égypte, et l'entente avec l'Angleterre sans cesse menacée par une rivalité toujours grandissante sur les plans économiques, coloniaux et maritimes. L'avenir semble incertain. Nous ne pouvons qu'espérer que la paix née du retour à la monarchie sera préservée et que le monde ne replongera pas dans une guerre, que le jeu d'alliance pourrait rendre, si elle existe, mondial.